Bonjour à tous, je voudrais commencer donc une nouvelle série de vidéos sur la loi sur la protection du pouvoir d'achat. C'est une loi qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que c'est la première loi de ce quinquennat et c'est la première loi qui va être votée alors que le gouvernement ne dispose que d'une majorité relative à l'Assemblée nationale. Donc le gouvernement va devoir faire quelques compromissions avec des partis d'opposition, en tout cas des partis qui ne sont pas dans sa majorité. Donc je trouve que c'est intéressant d'un point de vue du droit constitutionnel d'étudier cette loi dans le cadre de son élaboration, de sa discussion et de son vote. Et je trouve aussi que c'est une loi qui est très intéressante au niveau de son contenu, parce que, compte tenu de l'inflation galopante à l'heure actuelle, il est très intéressant de voir ce que le législateur va faire pour le pouvoir d'achat. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo, entre guillemets, d'introduction, de présentation, si vous le voulez. Je vais juste vous parler de ce qui me paraît, moi, être déjà trois articles très importants de cette loi, trois problématiques qui vont être traitées par la suite. Donc cette loi, déjà, vous pouvez la retrouver sur le site de l'Assemblée nationale, sur cette page, je vous mettrai les liens sous la vidéo, hein. Sur cette page, vous allez pouvoir suivre en fait tout le processus d'évolution en fait de la loi depuis le dépôt du projet de loi jusqu'au vote, avec, vous voyez, la navette parlementaire, ça va être discuté devant l'Assemblée nationale, ça va être repassé ensuite devant le Sénat, ça va revenir à l'Assemblée nationale, peut-être qu'à la fin il y aura une commission mixte paritaire. Je vous expliquerai tout ça, comme ça vous aurez vraiment une bonne idée de comment on fabrique une loi en France en 2022 sous un nouveau quinquennat avec une majorité, donc, en l'absence de majorité parlementaire. Voilà, donc ça, c'est la page sur laquelle vous retrouverez en fait tout le processus législatif. Et d'ores et déjà, sur cette page, qu'est-ce que vous allez retrouver? Vous allez retrouver le projet de loi. Et dans ce projet de loi, en fait, il y a en fait l'exposé des motifs. Et donc, je vais vous parler en fait après de l'exposé des motifs, de ce qui me paraît intéressant dans l'exposé des motifs. Et dorénavant, en fait, c'est quelque chose d'assez récent, mais à chaque fois qu'on fait une loi, avant de faire la loi, on fait une étude d'impact. Et c'est intéressant, ce document-là, il faut le lire parce que l'étude d'impact, c'est en fait l'effort de réflexion que fait le gouvernement pour essayer de voir pourquoi il fait une loi. D'accord? Il fait une loi pour changer des choses, pour avoir un impact. Et donc, quel est l'impact qu'il pense pouvoir faire, atteindre à travers cette loi? Donc ça, c'est un document qui peut être intéressant et qui permet de comprendre souvent le sens de certaines des dispositions que vous allez retrouver dans une loi. Vous avez également, et vous pouvez le consulter, l'avis du Conseil d'État, parce qu'à chaque fois qu'il y a un projet de loi, eh bien, le Conseil d'État doit rendre son avis sur les différentes dispositions. Et cet avis, bon, on en reparlera par la suite, mais il est intéressant parce que déjà, le Conseil d'État essaye d'envisager si certaines dispositions pourraient être déclarées inconstitutionnelles, ou au contraire, est-ce que ce risque d'inconstitutionnalité est écarté pour telle et telle raison. Dans le cadre, par exemple, du pass vaccinal en janvier 2022, je vous avais parlé souvent, en fait, de l'avis du Conseil d'État, puisque dans cet avis, par exemple, le Conseil d'État avait quasiment analysé par avance toutes les risques d'inconstitutionnalité sur les différentes mesures du pass vaccinal. Mais parlons aujourd'hui donc de la loi sur le pouvoir d'achat. Et bien évidemment, la première mesure qui est qui a été très médiatisée d'ailleurs, c'est la revalorisation des retraites de 4% dès juillet 2022. Donc, et c'est pas simplement la revalorisation 1, 2, 3. La revalorisation des retraites, c'est également la revalorisation des prestations sociales. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important, même si évidemment 4% c'est moins que l'inflation. Mais voilà, c'est la mesure phare qui avait été annoncée depuis longtemps. Et ce qui est amusant d'ailleurs, si vous y réfléchissez un peu, c'est qu'on vous dit que la revalorisation se fait dès le mois de juillet 2022. Sauf que la loi, elle ne va être votée qu'à la fin du mois de juillet 2022. Et comme je vous l'ai expliqué par ailleurs, vous savez qu'il y a ce principe qui est énoncé dans les premiers articles du Code civil, c'est que la loi, elle n'est pas rétroactive, elle ne dispose que pour l'avenir. Donc théoriquement, d'accord, cette loi, cet article 5, il ne pourrait faire une revalorisation des retraites qu'à partir du moment où la loi est votée et promulguée, c'est-à-dire au mois d'août. Et là, en fait,
le législateur assume parfaitement de faire une loi qui est rétroactive. Bon, c'est pas une énorme rétroactivité, hein, c'est une rétroactivité de 1 mois, et personne ne va s'en plaindre, puisque c'est quand même plutôt généreux de faire cette revalorisation sans attendre les lenteurs du processus parlementaire, surtout avec l'incertitude qu'il peut y avoir quant aux débats qui vont se dérouler avec justement cette nouvelle composition de l'Assemblée nationale. Vous avez également, ce que je ne savais pas, une revalorisation des APL, enfin, je le savais pour la revalorisation des APL, mais vous voyez que ce qui est intéressant quand on lit un exposé des motifs, c'est qu'on comprend par exemple comment se fait la revalorisation des APL. Et elle se fait en fonction d'un indice de référence des loyers, l'IRL. On nous explique comment il est calculé. Et surtout, on dit que cette revalorisation, en fait, se fait au 1er octobre. Et là, la loi, donc, va pouvoir le faire à partir du mois du 1er juillet 2022, sans attendre le 1er octobre. Et là encore, hein, on est en présence donc d'une loi qui ouvertement affiche qu'elle va être rétroactive au 1er juillet 2022, alors que la loi n'est pas encore votée. Mais personne ne s'en plaint, puisque c'est vraiment bien que les APL soient revalorisées, même si elles le sont sans doute un peu moins, d'ailleurs 3,5% que les retraites et les prestations sociales. Dernière chose, ah oui, non, deux choses. L'indemnité de carburant. L'indemnité de carburant, on en parle beaucoup ces derniers jours, et en fait, j'ai vérifié, elle n'est pas dans le projet de loi. Elle n'est pas dans le projet de loi parce que, justement, c'est quelque chose qui va être inséré ensuite, sans doute par voie d'amendement, si j'ai bien compris. Donc je vous en parlerai dès que j'en saurai un peu plus, mais pour l'instant je ne peux rien vous dire à ce sujet, puisqu'il n'y a rien dans le projet de loi. Mais surtout, le truc le plus intéressant, et c'est en fait la seule raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est ça. C'est la baisse des cotisations sur les travailleurs indépendants. Cette mesure-là, personne n'en parle, alors que c'est... Mais moi, quand j'ai lu ça, je suis quasiment tombé de mon siège tellement je trouve ça bien. Je trouve ça bien, pourquoi ? Parce que, alors peut-être que ça paraît pas énorme de baisser de 550 € les cotisations sur les travailleurs indépendants. Mais pour que vous compreniez en fait ce qui s'est passé, en fait, c'est très intéressant parce que il faut comprendre ce qu'on appelle les allègements Aubry et Fillon. Quand on a mis en place les 35 heures, on s'est rendu compte, en fait, ce qu'on savait un peu déjà, c'est que le SMIC en France, il est très élevé. Alors, il est très élevé. Quand on vit en France, il n'est pas très élevé. Mais il est très élevé par rapport à la rémunération en Chine ou pas plus loin que la Pologne. Et je prends l'exemple de Whirlpool, d'accord, Whirlpool qui était à Amiens. Ils fabriquaient des machines à laver à Amiens et ils ont décidé de tout délocaliser en Pologne. Pourquoi ? Mais parce que pour un SMIC en France, on arrive à payer au moins 2 ou 3 ouvriers en Pologne. Or, la productivité d'un salarié français, c'est pas 3 fois sur une chaîne de production Whirlpool, c'est pas 3 fois la productivité d'un ouvrier polonais sur une chaîne Whirlpool. Donc vous voyez que le problème qu'on a en France, c'est qu'on a un niveau de vie élevé, c'est pas un problème en soi, mais on a donc un SMIC qui lui est élevé. Il est élevé dans son montant net, mais il est encore plus élevé quand on charge le SMIC. Charger un salaire, ça veut dire calculer les cotisations sociales qui sont sur cette rémunération. Et donc, dans la fin des années 90, pour éviter le dumping social, pour éviter que justement, malheureusement, Whirlpool décide de délocaliser une chaîne de production dans un pays où le coût de la main-d'œuvre est beaucoup moins cher, on a dit sur les bas salaires, sur les rémunérations qui sont du SMIC jusqu'à 1,8 SMIC, on va faire un allègement de cotisation sociale. Un allègement qui est dégressif. Donc je pourrais vous retrouver les tableaux si ça vous intéresse, mais à l'heure actuelle, quand un employeur paye un salarié juste au SMIC, il paye très peu de cotisation sociale. Et plus la rémunération augmente, plus le taux de cotisation sociale augmente. Et quand on arrive à peu près 2 SMIC pour un salarié, et bien là, en fait, les cotisations sociales s'appliquent à taux plein. D'accord ? Et cette idée-là, c'était de dire, bon, on ne peut pas rogner le montant net du SMIC, parce que ça, c'est ce qu'il faut pour vivre en France. Donc, la seule marge de manœuvre qu'on a, c'est de réduire les cotisations sociales, et on le fait pour les salariés qui sont les moins rémunérés et qui donc a priori sont les moins qualifiés et ceux qui sont peut-être le plus exposés à des délocalisations. Sauf qu'on n'a pas fait la même chose pour les travailleurs indépendants. Quand vous êtes travailleur indépendant,
le taux de cotisation, c'est plein pot, que vous gagnez juste l'équivalent du SMIC ou que vous gagnez beaucoup plus. D'accord? Et là, ce que fait cette loi, et c'est pour ça que c'est remarquable et que moi je vois ça, je suis époustouflé, c'est que on va essayer de créer une baisse pérenne des cotisations pour les travailleurs indépendants, les artisans, etc., dont la rémunération est proche à l'équivalent du SMIC. Donc on va enfin, avec 20 ans de retard, 25 années de retard, on va transposer aux travailleurs indépendants ce qu'on a fait pour les salariés à la fin des années 90. Et ben vous voyez cette mesure-là, on ne vous en parle pas dans la presse, mais cette mesure-là, c'est super. Enfin, franchement, moi, j'ai pas d'autres mots. Quand je vois ça, je me dis, mais bravo, ils ont enfin compris un truc, quoi. D'accord? Donc, on peut penser tout ce qu'on veut du gouvernement actuel et de ce qui s'est passé sur les 5 dernières années. Quand vous voyez un truc comme ça, vous vous dites, là, ils ont compris quelque chose. Voilà, c'était pour ça que je voulais vous parler de ça. On se retrouve bientôt pour parler d'autres choses sur cette loi.